de ce policier ce matin. Marine Le Pen, comment vous réagissez? Est-ce qu'il y a là une coïncidence, en moins de 24 heures, ces deux fusillades, ces deux braquages ultra-violents? Je pense qu'on est en train de perdre la guerre contre la criminalité, parce qu'on ne la mène pas, tout simplement. On a abandonné l'idée du renseignement que l'on a réservé au terrorisme. C'est bien de faire du renseignement pour le terrorisme, mais il fallait continuer à en faire sur la criminalité. Alors ça n'est plus le cas aujourd'hui. Vous proposez dans votre programme de reconstituer en 5 ans les effectifs de police qui ont été supprimés depuis 2005. Oui, madame. Vous évoquez le chiffre de 19 000 postes. Oui. Comment faites-vous? Ça coûte combien? Comment vous le financez? Non mais, madame, nous allons le financer sans aucune difficulté avec les économies que je proposerai, notamment sur l'immigration, sur la fraude sociale, sur ce que nous versons à l'Union européenne. Mais permettez-moi, sur un sujet aussi grave que celui-là, de sortir un tout petit peu des chiffres, pour vous dire que c'est pas seulement un problème de nombre de policiers et de gendarmes, c'est aussi les ordres qu'ils ne reçoivent pas, qu'ils ne reçoivent plus du pouvoir politique. La réalité, c'est qu'on a désarmé moralement notre police. C'est qu'on lui fait peur. Aujourd'hui, les policiers ne se défendent même plus. Ils n'osent même plus être en situation de légitime défense. Le ministre les défend toujours, Sarkozy jadis. C'est faux, monsieur Barbier. Dès qu'un policier se défend face à un criminel, il est convoqué devant sa hiérarchie, il est immédiatement mis en examen. Et moi, je suis pour la mise en place d'une présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre. Parce qu'il faut que les policiers soient capables, mentalement, moralement, d'être dans leur bon droit lorsqu'ils défendent leur peau face à des criminels. Au risque des bavures, parfois. Eh bien, au risque des bavures, monsieur Barbier. Moi, je préfère compter, permettez-moi, je préfère compter un mort chez les criminels qu'un mort chez les membres des forces de l'ordre. Moi, ce que je vois à Vitrolles, c'est que, eh bien, les policiers n'ont pas osé se défendre parce qu'ils savent qu'ils y risquent leur carrière. Ce que je vois, c'est qu'il y a quelques semaines, une jeune policière a été tuée à coups de sabre, hein, et qu'avant de la tuer, le fou en question avait blessé 2 autres personnes. Et les policiers n'ont pas osé arrêter cet homme-là avec une arme, tout simplement parce qu'ils ont peur d'être eux-mêmes poursuivis devant la justice. Ça n'est pas possible aujourd'hui. Il y a un sentiment d'impunité chez les criminels. Il y a 5000 leaders de criminalité à arrêter dans notre pays. Ils sont grosso modo sur 26 départements. Eh bien ça, monsieur, ça se fait en 6 mois. Je vous l'ai dit solennellement, en 6 mois, on peut faire baisser de manière spectaculaire la criminalité dans notre pays. Encore faut-il mener une guerre contre eux, ce que l'on ne fait pas aujourd'hui. Marine Le Pen, vous restez avec nous. On va reprendre le fil du journal avec l'autre temps fort de l'actualité ce matin. Ce sont les chiffres du chômage. Il y a désormais 2 814 900 demandeurs d'emploi. C'est un record depuis 12 ans, des femmes, des plus de 50 ans qui sont particulièrement touchées. Alors, si la crise a pu profiter dans les sondages à Nicolas Sarkozy, l'envolée du chômage pourrait plomber sa campagne. D'ailleurs, ses adversaires n'ont pas manqué de l'attaquer. Sandra Buisson. Du jamais vu depuis 1999, un peu plus de 2 800 000 demandeurs d'emploi sans activité en octobre. Le résultat, aux yeux de François Hollande, d'une succession de mauvaises décisions sur l'emploi. C'est le symbole de l'échec de ce candidat sortant, de ce président sortant. Et ce serait trop simple pour le président sortant de s'exonérer par la crise. Le Front National, lui, voit en Nicolas Sarkozy le président du chômage, un taux de chômage qui pourrait dépasser les 10% fin 2012. Ce sont les prévisions de l'OCDE. L'organisation internationale évalue même la croissance pour l'an prochain à 0,3%, loin du 1% du gouvernement. Mais l'UMP refuse d'y voir des arguments en faveur de l'alternance. Je comprends que M. Hollande ait cette espèce de message presque triomphaliste, alors que franchement, il n'y a pas de quoi. La situation est suffisamment grave pour qu'elle mobilise l'ensemble d'entre nous. Pour réduire un nombre de chômeurs en hausse de 4,9% sur un an, l'UMP a sa solution. Un autre modèle de croissance, une réindustrialisation, le tout grâce à des Français courageux. Le parti attend d'eux qu'ils travaillent plus et mieux. Et Sandra Buisson évoquait les prévisions de croissance à l'instant. Vous le voyez en bas de votre écran. La France, par le biais de la ministre du Budget, Valérie Pécresse, maintient ses prévisions de croissance, prévoit dans le projet de 2012 des marges pour faire face à d'éventuels aléas de croissance. Marine Le Pen, la croissance sera de 0. 0. C'est là où on voit d'ailleurs l'incompétence de ceux qui nous dirigent.
le Parti socialiste a préparé un programme avec une croissance de 2,25. Je veux dire, il n'y a personne qui croit à ça. Bon. Le gouvernement, lui, était parti sur 1,75. Il a déjà révisé 3 fois. On sera à 0 de croissance. Et si on n'entre pas en récession en 2012? C'est ça la réalité. Souvenez-vous, il y a quelques semaines, Nicolas Sarkozy, dans une émission, une grande émission, Les Shows, qu'il affectionne, avait dit, dans quelques semaines, le chômage va baisser. Le chômage n'a jamais été aussi important. Et encore, on ne parle que des chômeurs officiellement. Parce que vous savez très bien qu'il y a toute une marge de gens qui ont été radiés des listes du chômage, qui ne vont même pas s'inscrire parce qu'ils savent qu'ils n'ont aucune chance de trouver un emploi. Bon. Ce que je vous disais tout à l'heure, Monsieur Barbier, c'est que si on rapporte ce taux de chômage aux gens qui risquent le chômage, c'est-à-dire hors fonction publique, on frôle les 20% de chômeurs dans notre pays. Vous supprimez les charges des entreprises pour qu'elles embauchent enfin? Mais non, mais le problème, c'est que tant qu'on mettra nos entreprises en concurrence déloyale avec des pays à très bas coût, on continuera la désindustrialisation de notre pays. Le gouvernement dit aux Français, il faut travailler plus. Mais il ne demande même pas... Travailler seulement, il demande. Le problème, c'est qu'il n'y a plus d'emplois dans notre pays, parce qu'ils ont tué les industries, parce qu'ils ont fait ce rêve fou d'un pays sans industrie, d'un pays qui devait être un pays de service. Or, ça n'existe pas, cela. Et nous payons cette folie, cette idéologie à un prix qui est spectaculaire. C'est l'idéologie, c'est l'échec de l'idéologie du libre-échange. C'est l'échec de l'idéologie de la concurrence libre et non faussée qui oblige d'ailleurs le Conseil d'État, en appliquant les directives européennes, à supprimer le gel du prix du gaz. Le prix du gaz va augmenter et les Français vont voir encore leur pouvoir d'achat baisser. Si vous êtes présidente, vous l'augmentez le prix du gaz? Non, madame, je gèle le prix du gaz. Oui, et si Bruxelles... Le Conseil d'État dit il faut l'augmenter. Non, mais d'accord, mais le Conseil d'État applique les directives européennes qui imposent que l'État n'intervienne pas. Et moi, je réfute cette position. Moi, je dis que mon État stratège doit pouvoir intervenir quand c'est nécessaire. Eh bien, je dirais à Bruxelles, je suis désolé, vous pouvez me dire ce que vous voulez, moi, j'applique ce qui est bon pour le peuple français. Je vous donne un autre exemple, l'affaire des scooters taïwanais achetés par la Poste. Voilà, la Poste achète des scooters taïwanais plutôt que d'acheter des scooters français. Pourquoi? Parce que l'Union européenne interdit le patriotisme économique dans notre pays. Eh bien, moi, j'imposerai le patriotisme économique. Bruxelles n'est pas contente, ce sera le même prix. Importer du gaz avec un euro dévalué ou avec un retour au franc et donc une dévaluation, ça va coûter très cher quand même. Non, ça ne va pas coûter très cher. Des études ont été faites par des économistes. Ça entraînerait une augmentation de 2% des prix à la consommation. Mais ça entraînerait aussi la multiplication à nouveau de l'emploi. Parce que vous savez, si vous êtes chômeur, très honnêtement, plus il y a de chômeurs, plus il y a un coût du chômage. Ça aussi, ça pèse sur le prix des produits. On n'en parle jamais. Quand vous achetez quelque chose, 10 €, il faut rajouter à ce prix le coût du chômage qui se multiplie, qui pèse sur la communauté nationale aussi. Voilà. On va revenir en France, exhiber les populations qualifiées de sauvages pour les rabaisser, mieux les dominer. C'est l'objet de la nouvelle expo du musée du Quai Branly à Paris. Ce sera jusqu'au 3 juin. Elle rend compte de ces spectacles ethniques qui étaient très répandus dans le 19e en Occident. Léa Barraco, Raphaël Poirier, visite. Des êtres humains exhibés comme des animaux. Scènes de théâtre, expositions coloniales, cirques, foires. Au 19e siècle, les spectacles ethniques prennent de l'ampleur. Un divertissement sordide qui vise aussi à légitimer la colonisation. C'est ce que l'ex-footballeur Lilian Thuram a eu envie de montrer. Imaginez-vous des enclos, les visiteurs qui sont à l'extérieur aussi construisent leur personnalité, leur identité. C'est-à-dire que si dans l'enclos il y a des sauvages, ça veut dire que nous, qui sommes à l'extérieur, nous sommes des civilisés et nous sommes supérieurs. En tout, plus d'1 milliard de personnes auraient assisté à de telles exhibitions. Le phénomène débute en 1492 avec Christophe Colomb, qui présente des Indiens à la cour d'Espagne. Il prend fin dans les années 1950. Et si les os humains s'arrêtent, cela n'a rien à voir avec une prise de conscience morale. On a inventé mieux, le cinéma. Hollywood est bien plus fort que les os humains, pour faire rêver, pour faire du spectacle, pour le voyage. Et d'ailleurs, Karl Hagenbeck, qui était le grand spécialiste des os humains en Europe, change de métier et devient producteur de films. L'exposition présente 600 pièces. D'autres, jugées trop violentes ou nauséabondes, ne sont pas exposées. Car l'objectif est bien d'informer, pas de tomber dans le voyeurisme. Marine Le Pen, vous irez visiter l'exposition? J'aimerais bien en avoir le temps, mais là, j'ai pas beaucoup de temps pour moi. Vous voyez, pour mes
C'est de la repentance, monter une exposition de ce type, encore une fois, battre la coulpe de l'homme blanc toujours coupable, ou c'est nécessaire pédagogiquement? Non, mais je crois que tout le monde sait que l'ignorance a été cruelle par définition. Ça a été vrai aussi, d'ailleurs, de temps en temps, dans l'autre sens. C'est malheureux, c'est terrible, c'est affreux. C'est aussi affreux que l'esclavage, d'ailleurs. C'est que beaucoup de peuples ont commis. Hein, c'est un crime que beaucoup de peuples ont commis, l'esclavage au travers du monde. Ça existe encore, il faut juste le savoir. Donc plutôt que en permanence de regarder le passé, il faudrait peut-être que nous nous attachions à ce qui se déroule encore aujourd'hui. Je trouve que c'est éminemment honorable et de lutter et de parler de la mémoire pour l'esclavage d'hier. Mais le nouvel esclavage d'aujourd'hui devrait aussi, comment dire, interpeller les bonnes consciences. Vous n'avez peut-être pas le temps d'aller au musée, vous avez eu le temps d'aller au cinéma pour voir Intouchable? C'est plus qu'un film. Non plus, mais j'espère le prendre. Et Police, de Maïwenn? Non plus. Je suis désolée, je fais de la politique à peu près 20 heures sur 24, parce que je pense qu'on n'aura plus l'occasion d'aller voir tous ces spectacles si jamais on ne change pas radicalement les choses dans notre pays assez rapidement. Alors on continue, Marine Le Pen, cette spéciale avec vous. On va entendre sur vous des sondeurs dans un instant, des électeurs aussi. Mais d'abord, on va vous rappeler les principaux titres de l'actualité à 8h15. Avec d'abord ces deux fusillades en moins de 24 heures dans les Bouches-du-Rhône. La première à Vitrolles, la seconde à Marseille. Un policier est toujours entre la vie et la mort. 2 malfaiteurs ont également été tués. À chaque fois, ces mêmes scènes d'ultra-violence, quasiment des scènes de guerre. Valérie Pécresse maintient la prévision de croissance à 1% pour l'an prochain. C'est ce qu'a déclaré tout à l'heure la ministre du Budget. Par ailleurs, en France, le chômage s'envole à nouveau. 34 400 chômeurs supplémentaires en octobre, progression de 1,2%. Le nombre de demandeurs d'emploi s'élève à 2 814 900 du jamais vu depuis 12 ans. Je ne suis pas le candidat d'un parti, dit-il ces jours-ci, François Hollande, qui commence à faire entendre sa petite musique. Il a suffi de 2 déclarations pour le prouver hier. Un coup de canif à l'accord avec les écolos, une main tendue à François Bayrou. François Hollande agace à la gauche de la gauche. 8h16 sur iTélé, Marine Le Pen avec nous jusqu'à 9h. Alors dans un instant, on va parler du programme économique. On va le passer au révélateur. Hein. Ce sera l'une de nos séquences ce matin. On verra si l'un des points précis et très importants de votre programme tient vraiment la route. Et ça, à travers l'œil de l'un de nos experts, bien sûr, Emmanuel Le Chypre, notre chroniqueur éco. Vous entendrez aussi des électeurs de Roubaix vous interpeller sur vous et sur votre programme. Mais d'abord, la campagne à 5 mois maintenant du premier tour. Vous êtes entre 16 et 20% d'intention de vote. C'est plus que votre père à la même époque en 2006. Alors, quels sont vos atouts et vos faiblesses? Eh bien, c'est Julien Arnaud et Hervé Capajot qui ont posé la question à 3 sondeurs. Le levier le plus fort, c'est sans doute celui lié à la crise et à un certain nombre d'idées qui ont aujourd'hui plus de porosité dans un électorat et de droite et un électorat populaire. Elle a réussi à faire évoluer le discours du Front National. Elle parle de services publics, de pouvoir d'achat. L'immigration qui reste son fonds de commerce. Il est possible que les événements qui peuvent se passer aujourd'hui dans les pays arabes pourraient réactiver les craintes qui se sont faites jour en début d'année au moment des révolutions. Les freins, c'est la capacité à pouvoir vraiment dire qu'elle a des solutions et que demain, elle a une image, on va dire, présidentielle, capable de prendre en charge tous les problèmes que sont aujourd'hui ceux de la France. Ce qui pourrait freiner son ascension, c'est ce qui s'apparente à un phénomène de vote utile en faveur des 2 principaux candidats que sont Nicolas Sarkozy, candidat potentiel, et François Hollande. Les freins, c'est ce que va être la campagne électorale. C'est la première campagne présidentielle, c'est un moment extrêmement dur. C'est quand même qu'une large partie de l'opinion publique a un doute sur son programme. Pendant très longtemps, le vote Front National, il faut le dire, c'était un casse-tête pour les instituts de sondage. C'était un vote sous-estimé. Maintenant, le vote Marine Le Pen est de plus en plus dissible. Il y a une forme de capacité des électeurs à assumer un vote Front National qui était bien moindre avant. Finalement, on assiste à une certaine forme de normalisation du phénomène Le Pen dans les intentions de vote. Vous croyez à cette dernière phrase, c'est-à-dire maintenant quand on mesure 18%, c'est 18%, vous pensez qu'il y a encore un électorat caché qui pourra se révéler le 22 avril?
On n'en sait rien, justement. Vous voyez sur le terrain des gens qui vous disent « je le dis pas, mais je voterai pour vous ». C'est bien le problème. C'est qu'il y a peut-être des gens, effectivement, qui encore ont une réserve à l'égard des instituts de sondage. Alors, pour passer de votre accès éventuel au deuxième tour à 51% au second tour, au soir du 6 mai, il faudra passer des alliances avec les éliminés du premier tour. À qui tendrez-vous la main? À François Bayrou, comme l'a fait Hollande hier? À Nicolas Sarkozy, à ce qui restera de l'UMP? Non, M. Barbier, je crois que cette présidentielle ne ressemblera à aucune autre. Voilà, je pense qu'il faut sortir des schémas qu'on peut avoir en tête de 2002, de 2007, parce que le contexte économique fera qu'il y aura très probablement, si Nicolas Sarkozy notamment est éliminé du premier tour, une recomposition totale de la vie politique. Et vous tendrez la main sur aux gens de l'UMP sur une fracture, non mais attendez, sur une fracture qui est la seule fracture réelle aujourd'hui en réalité, qui est la fracture entre les mondialistes et les nationaux. C'est-à-dire ceux qui veulent continuer dans un système ultralibéral, libre-échangiste, etc. et ceux qui ont pris conscience que la mondialisation a été accélérée et que cette accélération est ravageuse et que seule la nation est capable de préserver les peuples et les économies. Arnaud Montebourg, Jean-Luc Mélenchon, des mondialiseurs. Eux, ils sont en train... Voilà, c'est ça. Vous voyez, donc il y a un grand torrent, si vous voulez, et d'un côté de la rive, il y a les mondialistes, et de l'autre côté, il y a les nationaux. Et M. Montebourg et M. Mélenchon sont encore en train de traverser. Ils peuvent aller jusqu'au bout et venir vers vous. Vous voyez dans un gouvernement avec Mélenchon, Montebourg. Je crois. Écoutez, moi, je suis étonné quand les sondeurs disent « Ah oui, le problème de Marine Le Pen, ce sont ses solutions. » Mais dites-moi, les solutions que je propose depuis des années déjà, ils disent aussi... qui vient piocher dedans? Le Parti Socialiste pour la démondialisation est venu chercher des analyses dans le corpus du Front National. L'UMP vient, dès que la boîte à outils est vide, ils viennent dans le projet du Front National en matière d'immigration. Ils disent les sondeurs, Marine Le Pen. Ça veut donc dire qu'en réalité, le seul projet qui est complet sur le plan de la sécurité, de l'immigration, de l'économie, qui est juste et de bon sens et dans lequel viennent, pour des raisons électoralistes, piocher les autres mouvements, c'est le nôtre. C'est quoi, Marine Le Pen, votre slogan? Ils disent et je vous ai vu tiquer là-dessus, les sondeurs, il y a un problème d'image présidentielle, il y a quelques doutes sur le programme. Vous êtes la candidate de quoi? Je suis la candidate de la France. Je suis la candidate de la nation. Je suis la candidate du peuple français contre les puissances financières, contre les élites, contre les 1% qui ont bénéficié de la mondialisation quand 99% des autres la payaient de leur emploi, de leur maison, de leurs biens, de leur patrimoine. Voilà de quoi je suis et de qui je suis la candidate. Et je crois être la seule dans cette, dans ce projet-là. Parce que les autres sont candidats de la gauche, les autres sont candidats de la droite, les autres sont candidats du CAC 40, les autres sont candidats comme le Parti Socialiste des bobos. Voilà, moi je suis candidat de l'immense majorité silencieuse dont j'espère qu'elle ne le sera plus à ces prochaines élections présidentielles. Alors justement, on va donner la parole à cette majorité silencieuse. On est allé à la rencontre d'habitants de Roubaix, des électeurs qui s'expriment sur vous, sur votre projet, sur votre programme. Roubaix dans le Nord, donc, propos recueillis par Pauline Jacquelin. Je ne pense pas qu'elle a des chances de gagner l'élection présidentielle. Je ne suis pas d'accord avec le Front National, mais elle développe quand même certaines idées qui nous interpellent. Moi, je trouve que, bon, je sais pas que je suis raciste, je suis pas raciste, mais je dis il y a de plus en plus d'étrangers. Et souvent, ils sont prioritaires pour pas mal de trucs. Les jeunes ne s'intéressent pas à Marine Le Pen, au contraire. En général, on critique Marine Le Pen. Ici, c'est quand quelqu'un dit je vote pour Marine Le Pen, il est mal vu déjà. Elle a un discours qui est assez flatteur, qui est bien construit en fait, elle est une très bonne oratrice. Elle est intelligente, elle essaie de refaire ce que son père a fait, mais en essayant de corriger le tir. Plus modérée quoi, dans son agressivité, quoi, elle est plus modérée que son père. Je lui demanderais en fait pourquoi elle touche un salaire au Parlement européen en étant contre l'Europe. Bah oui, pourquoi Marine Le Pen? Parce que pour lutter contre le système, il faut être au centre, ma chère madame. Parce que depuis des années... 6 000 € net par mois, c'est ça l'indemnité pour les plus assidus? C'est ça, c'est ça. Mais dites-moi, qui a soulevé le problème de la zone euro?
Qui a mis le doigt sur ce que l'Union européenne était en train de faire, sur les pertes de liberté que les Français allaient subir? Qui a fait campagne pour le non à la Constitution? Qui est en permanence celle qui tire la sonnette d'alarme sur les pertes de souveraineté de la France et les transferts de souveraineté à l'Union européenne? Eh bien, c'est moi. Et par conséquent, c'est en étant évidemment au Parlement européen, mais je le dis clairement, sans complexe, que je lutte contre l'Union européenne. Parce que je n'attends qu'une chose de ce système, c'est qu'il s'effondre. Pour monter et construire demain l'Europe de la raison, l'Europe des nations libres et souveraines, et pas cette Europe totalitaire qui d'ailleurs s'aggrave dans son totalitarisme, puisqu'on est en train de prévoir le transfert de la souveraineté en matière budgétaire. C'est logique, si on fait l'euro en commun, il vaut mieux faire des budgets monsieur, en commun, non? monsieur, je suis désolé, mais le consentement à l'impôt, c'est un des fondements de la démocratie. Si demain, on ne peut plus donner notre avis ni sur le niveau des impôts, ni sur la manière dont on les dépense, eh bien ça veut dire que nous ne sommes plus un peuple libre. Ça veut dire qu'on aura recréé ce que Solon avait supprimé en 500 avant Jésus-Christ, l'esclavage pour dette. Voyez-vous? C'est-à-dire que nous travaillerons demain au bénéfice exclusif de nos créanciers, dont on a déjà fait la fortune, puisque entre 1973 et aujourd'hui, on a versé 1400 milliards d'intérêts, alors que notre dette est de 1700 milliards. Ça, c'est sûr que les marchés financiers veulent continuer, évidemment, à ce que ça se passe comme ça. Un mot très rapide sur la jeunesse. On a entendu un jeune dans le sujet dire voter Marine Le Pen, c'est vraiment la honte. Gros déficit chez les jeunes, sondage Ipsos de novembre. Quel candidat défend le mieux les jeunes? Seulement 13% de vote pour vous. Non, mais non, monsieur, je suis désolé, pas du tout gros déficit chez les jeunes, parce que là, c'est pas les jeunes qui ont été sondés, c'est l'ensemble de la population. Les primo-votants, vous êtes à 19% chez les jeunes comme ailleurs, il n'y a pas de déficit, mais il n'y a pas non plus une jeunesse. Ah bon, et les autres sont à combien? Ouais, c'était 13% chez les moins de 30 ans. C'était bon pour Hollande. Hollande est devant pour les jeunes. Non, nous sommes, comme d'ailleurs c'était le cas en 2002, le premier parti probablement chez les jeunes. Et nous avons un score extrêmement haut chez les primo-votants, justement, par rapport aux autres candidats. C'est toujours pareil. Hollande est pas mal quand même. Par rapport aux autres candidats. C'est le changement, Hollande. Marine Le Pen aussi, c'est le changement. Permettez-moi, accordez-moi tout de même cela. C'est que ce serait quand même un sacré changement et un changement plutôt positif, voyez-vous, par rapport à ce qui se fait actuellement. Non, je confirme que c'était bien dans les moins de 30 ans qui étaient interrogés pour ce sondage. On va avancer quand même. Et on va en venir à votre programme économique avec un temps fort, si vous en êtes d'accord, c'est le retour au franc et la parité, 1 franc, 1 euro. Est-ce que ça tient réellement la route? Est-ce que c'est applicable? Question posée à Emmanuel Le Chiffre, le spécialiste éco de la matinale. Marine Le Pen, vous préconisez la sortie de l'euro pour revenir au franc, un franc que vous voulez dévaluer pour relancer nos exportations. Mais compte tenu du délabrement de notre appareil industriel, est-ce que cette dévaluation peut vraiment avoir un impact sur notre croissance? Et puis cette dévaluation, elle a aussi des inconvénients. Elle renchérit nos importations. Donc, les Français vont perdre en pouvoir d'achat, et puis elle va provoquer inévitablement la défiance des investisseurs internationaux, donc provoquer une remontée des taux d'intérêt que la France devra payer sur sa dette et que les Français devront payer peut-être sur leur crédit immobilier. Donc, au final, est-ce que le coût de cette sortie de l'euro n'est pas très supérieur à ses avantages? Votre réponse, un expert qui n'a pas lu le projet. C'est un expert qui n'a pas lu. Il est arrivé très tôt ce matin et je peux vous assurer qu'il a lu plusieurs fois. Non, il n'a pas lu le projet. Je l'ai entendu très tôt ce matin défendre la politique ultralibérale. C'était limite une caricature, expliquant que les Français doivent faire des efforts, doivent travailler plus, doivent ceci, doivent cela. Donc lui, au moins, il est dans la pensée unique économique. Il n'y a aucun problème. Sur la question qui vous pose. Il sera attaqué, il sera détruit. Non. Alors d'abord, ce monsieur n'a pas lu le projet puisqu'il n'a pas lu que j'allais rendre à la Banque de France sa prérogative principale qui consiste à prêter au Trésor sans intérêt. Ça veut dire que je ne serai plus justement l'esclave des marchés. Ça veut dire que je ne serai pas obligé de subir l'augmentation des taux d'intérêt que nous imposent les marchés financiers en se gavant sur les richesses que les Français produisent pas assez puisque leur gouvernement a procédé à la désindustrialisation massive. Comme en 80 avec Mitterrand. Mais non, écoutez. Mais non, absolument pas. Tout le monde sait que la dévaluation compétitive relance les exportations et crée l'emploi. C'est pour ça que la Grande-Bretagne le fait, c'est pour ça que la Suisse le fait, c'est pour ça que les États-Unis le font, c'est pour ça que la Chine le fait. Voilà, la dévaluation compétitive, c'est aujourd'hui la manière de retrouver une compétitivité. Lui, ce qu'il veut, c'est que la compétitivité s'acquiert en baissant les salaires et en baissant le système de protection sociale. Et on s'arrêtera là-dessus.